C'est un scrutin sans surprise qui s'est déroulé ce 28 décembre en Guinée. 9 candidats étaient en lice, dont le chef de la transition militaire, Mamadi Doumbouya, arrivé au pouvoir par la force en renversant son ancien bienfaiteur Alpha Condé. Mamadi Doumbouya qui avait pourtant prévu il y a à peu près 4 ans, en novembre 2021, qu'il ne serait jamais candidat à un scrutin présidentiel. C'était au micro de notre confrère Alain Foucault. On l'écoute. Président, à quand les élections libres et transparentes dans ce pays? Est-ce que Dalida. vous avez un délai et serez-vous candidat? Je pense que j'ai été clair et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous, que ni moi, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. Nous allons mener la transition à bon port avec tous les Guinéens, avec l'inclusivité. Et après la transition, dès que l'Assemblée nationale est mise en place, c'est-à-dire que nous allons partir de la base au sommet, par les communales, après les législatives et présidentielles, pour permettre que le président qui viendra après ne soit pas là à vouloir s'éterniser. Car le peuple n'acceptera plus jamais qu'on personnalise la chose publique. Alors, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Non seulement Doumbouya est candidat, mais les élections communales et législatives qui devaient se tenir en amont de la présidentielle n'ont pas eu lieu. La présidentielle et les législatives se sont tenues hier dans le cadre d'un double scrutin et les communales auront lieu après. Il n'y a pas eu l'inclusivité non plus car les opposants qui n'ont pas fait le choix du boycott ont été écartés de la course. La banalité d'une Afrique subsaharienne francophone où côté AES et côté non AES, pro ou anti-Occident, c'est le recul démocratique généralisé. Vu de Paris, il y a les bons putschistes comme en Guinée et au Gabon, les mauvais putschistes comme dans les pays de l'Alliance des États du Sahel et les putschistes qu'on essaie de faire basculer dans notre camp comme Madagascar. Mais il faut beaucoup de courage ou d'aveuglement pour continuer à croire que les processus démocratiques sont en marche. On en parle dans cette émission. On est toujours avec Théophile Kouamouo, journaliste pour décrypter l'Afrique, avec Franck Totti, journaliste indépendant, et par la visioconférence avec Roland Kouakou, analyste politique. Messieurs, quel regard portez-vous sur cette élection dont le résultat ne fait pas beaucoup de doute en Guinée, Franck? Enfin, on n'est pas surpris de ce qui s'est déroulé en Guinée, parce que quand Doumbouya, il marche dans les pas du Gabonais Oligui, les deux, ils ont pour mentor Alassane Ouattara, qui les façonne. En fait, on est en plein dans une espèce de guerre froide des temps nouveaux entre les mauvais putschistes, dont on dit proches des Russes, et les bons putschistes, les Gabonais et les Guinéens, qui sont proches des Occidentaux de la France via Abidjan. Et donc, ce scrutin ne nous étonne guère. Et ce qui est déplorable, c'est qu'on fait un coup d'État pour faire pire que celui qu'on a renversé. Et c'est dans cette situation que nous sommes. C'est un blanc-seing, c'est une mascarade, vraiment, pour que le général Mamadi Doumbouya puisse troquer son treillis pour un costume comme son compère du Gabon Oligui. Roland Kouakou, que penses-tu de ce Mamadi Doumbouya qui a pu éventuellement, peut-être à une certaine période, être assimilé à ses comparses de l'AES, mais finalement qui montre un visage complètement différent? Alors, moi, j'appelle ça du blanchiment de pouvoir, hein. C'est un procédé qui est devenu assez classique, c'est-à-dire on prend le pouvoir de manière totalement illégale et ensuite on s'empresse d'organiser des élections en prenant le soin peut-être parfois d'éliminer des adversaires sérieux pour essayer de parvenir à une situation de presque de légalité. On l'a vu, Franck Totti l'a dit au Gabon, et Mamadou Doumbouya, qui, il faut le dire, a su jouer de façon très habile parce qu'effectivement, au début, quand il a pris le pouvoir, et même jusqu'à présent, ce n'est pas quelqu'un qui est totalement opposé aux gens de l'AES. Il me semble que le port de Conakry est accessible à tous ces pays-là. Donc, c'est quelqu'un qui joue sur ces deux tableaux-là et il est vraiment en train de blanchir son pouvoir en ayant pris le soin d'éliminer ses adversaires. Alors, moi, je regarde ça avec beaucoup d'inquiétude parce que la CEDEAO qui, en ce moment-là, fait beaucoup de déclarations pour s'opposer à tout ce qui est putsch,
semble avoir beaucoup plus d'accommodation avec certains putschistes, notamment Mamadi Doumbouya, mais aussi le Gabonais Olingi qui a été reçu par plusieurs chefs d'État dans la sous-région. Et ça n'augure rien de bon pour la démocratie en Afrique finalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les militaires sont devenus quasiment les seuls qui parviennent justement soit à tenir tête au pouvoir, soit à prendre le pouvoir sans passer par des élections, puisqu'on a remarqué que les élections ne changent plus les pouvoirs en Afrique. Il n'y a que les militaires qui y parviennent. Certains choisissent la voie de normaliser les institutions sur un temps long, comme au Sahel. D'autres choisissent la méthode de blanchir, mais en fait, tout ça revient au même. On constate tout simplement que ce soit au Gabon ou en Guinée, on constate tout simplement que les démocraties africaines ne sont véritablement pas à une étape de maturité pour parvenir à rendre à l'armée sa mission régalienne qui est de protéger les institutions sans pour autant s'en prendre à elles. Théophile, au risque de choquer, tu considères Mamadi Doumbouya comme le nouveau Gnassingbé Eyadema. Pourquoi? Alors, pourquoi je le considère comme le nouveau Gnassingbé Eyadema? Eh bien, par son parcours. Le parcours des hommes de pouvoir n'est pas un détail. Après les indépendances, on a eu en Afrique subsaharienne francophone des dirigeants au parcours divers, mais qui tiraient pour un grand nombre d'entre eux leur légitimité du système français. On avait Senghor au Sénégal, agrégé de grammaire, produit de l'enseignement supérieur français élitiste. On avait Houphouët, ex-député français en Côte d'Ivoire, Ahidjo, Cameroun, simple employé des postes choisi par la France pour contrer le péril nationaliste, et l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, considéré comme marxiste. On a eu Bokassa et Eyadema, anciens tirailleurs dits sénégalais de l'armée française. Il y avait donc une forme de hiérarchie. Les Senghor et Houphouët valaient quand même mieux que les Eyadema et les Bokassa. Ils avaient beaucoup plus d'influence dans le cadre de la guerre froide sur la scène internationale. Puis, on a eu des dirigeants issus de l'administration post-coloniale, comme Abdou Diouf, Paul Biya, Henri Konan Bédié, etc. On a eu des dirigeants issus des institutions internationales, comme Nicéphore Soglo ou Alassane Ouattara. On a eu des produits de l'université ou de la société civile organisée, comme les ex-opposants devenus présidents, Gbagbo, Wade ou Alpha Condé. Alors, je ne dis pas qu'ils ont été merveilleux forcément au pouvoir, mais il y avait quand même une sorte d'amélioration du niveau global et une mise à niveau par rapport aux dirigeants du monde. Et là, avec Doumbouya, on retourne d'une certaine manière au statu quo ante. On n'était pas plus avancé avec Alpha Condé, disons-le. Alpha Condé avait une compréhension globale du monde, il avait le niveau en tout cas pour comprendre. Peut-être qu'il ne le souhaitait pas, peut-être qu'il le faisait mal, peut-être qu'il était complètement centré sur lui-même, mais globalement, il avait les armes nécessaires pour parler avec Xi Jinping ou avec Donald Trump ou avec Emmanuel Macron, pour évoquer des sujets techniques, il avait le bagage intellectuel pour. Et là, avec Doumbouya, et quand je parle de bagage intellectuel, je ne parle pas des diplômes, la formation peut être politique, notamment les dirigeants sud-africains. Jacob Zuma est passé par la formation politique de l'ANC, donc il n'est pas Thabo Mbeki qui avait fait Oxford, etc., ou Cambridge, je ne sais plus, en tout cas des grandes études en Angleterre, mais bon, c'est pas la même chose. Et avec Doumbouya, on retourne d'une certaine manière au statu quo ante. Dans le pays de Sékou Touré, celui qui a dit non au général de Gaulle, on a au pouvoir un ancien légionnaire qui était devenu, on ne sait pas trop comment, patron des forces spéciales de Guinée sous Alpha Condé, sans avoir vraiment fait ses armes dans l'armée guinéenne. Il n'est pas le produit de l'armée guinéenne comme Robert Guéhi a pu être le produit de l'armée ivoirienne ou comme Ibrahim Traoré aujourd'hui est le produit de l'armée burkinabé. Non, non. Il a impressionné le vieux parce qu'il était un produit français. Le vieux, c'est-à-dire Alpha Condé. Mais ce n'était pas un Saint-Cyrien, c'était un légionnaire, c'est-à-dire quasiment un mercenaire d'entrée de gamme. Jeune Afrique en a fait un portrait vidéo dont je vous livre un extrait. 4 à Cancan, dans une famille modeste. Il a une enfance en fait assez banale. Hein. On n'arrive pas à dire s'il a fait le lycée, s'il s'est arrêté au collège. C'est juste qu'il a arrêté les études assez tôt. Dans les années 1990, il part tenter sa chance en Europe. Direction les Pays-Bas, le Royaume-Uni, puis la France. Il va intégrer la Légion étrangère. On sait qu'il était au régiment étranger d'infanterie de Nîmes. Quand vous êtes recruté dans la Légion étrangère en France, vous êtes immédiatement mis sur le terrain d'opérations extérieures. C'est dans ce cadre-là que M. Mamadi Doumbouya a fait des opérations en Afghanistan. Mais aussi à Chypre, en Côte d'Ivoire ou encore à Djibouti.
Alors, Mamadi Doumbouya a donc risqué sa vie et peut être tué pour la France, y compris dans des situations néocoloniales évidentes, comme en Côte d'Ivoire. Alors, on ne sait pas si la rançon, la rançon, c'était, ou bien la rémunération plutôt, c'était d'avoir des papiers, parce que manifestement, il est parti à l'aventure. C'est un bosailleur, comme on dit au Cameroun, il est parti bosa en Europe et il se retrouve président de la Guinée. Comme jadis, Eyadema ou Bokassa, il a vraiment tué, en tout cas, il s'est mis en situation de tuer pour la France et sa destinée en a été accélérée. Sauf que s'il rentre au pays en 2010, ce n'est pas parce que son pays a accédé à l'indépendance, c'est parce que son contrat à la Légion étrangère n'a pas été renouvelé. L'année d'après, Mamadi Doumbouya épouse une gendarme française, Lauriane Darbou, qu'il aurait rencontrée alors qu'il était à la Légion étrangère. Grâce au parrainage d'Alpha Condé, qui le propulse en 2018 chef des forces spéciales et qui en fait des tonnes sur son physique, puisqu'il a près de 2 mètres, enfin il a un physique impressionnant. Il fait des stages à l'école de guerre en France et passe à l'académie de cavalerie de Saumur, mais bon, on aurait dit jadis que c'est un soudard, un soldat dont on ne sait pas tellement à quelle nation va au fond l'allégeance et dont on ne sait pas s'il a le niveau politique et intellectuel pour dominer les enjeux d'un pays stratégique comme la Guinée. Je ne veux pas faire du mépris de classe, mais je ne sais pas pour vous, mais je ne trouve pas que le parcours de Mamadi Doumbouya soit rassurant en 2025 à la tête d'un pays, quand il arrive il est consacré à la tête d'un pays. Franck, justement, est-ce qu'il faut s'arrêter à ce parcours où on peut imaginer que, en dernier ressort, Mamadi Doumbouya finisse par agir dans l'intérêt des Guinéens? On aurait espéré qu'il puisse agir dans l'intérêt des Guinéens, sauf que ses premiers pas ne rassurent pas. Tout à l'heure, pour faire un parallélisme avec ce qui se passe de l'élection présidentielle, en fait, j'ai envie de dire qu'il y a un soupçon de bourrage d'urne. Pourquoi? Parce que quand on écarte des leaders charismatiques qui ont un poids en Guinée, et quand on élimine ces leaders-là et qu'on réussit par des stratagèmes à avoir 85% de taux de participation à cette élection, là où l'ensemble des leaders politiques ont appelé à ne pas aller au vote, il faut s'interroger. C'est juste, c'est ce qu'on l'a dit. Là, on n'a pas observé dans les rues un super engouement. Tout à fait, c'est juste ce qu'on a dit, c'est juste un habillage politique qu'on veut faire, qu'on est en train de coudre, que ces mandants sont en train de coudre pour lui et il faut craindre à l'issue de cette élection et pour une légitimité, je n'ai pas envie de dire constitutionnelle, mais pour une légitimité de son pouvoir, il faut craindre pour les années à venir pour la Guinée. On l'a vu un peu avec Dadis Camara, ce que ça a donné cette transition. Aujourd'hui, je pense que Mamadi a tiré un peu les leçons. Tout de suite, après 4 ans de transition, ce monsieur qui était venu balayer pour partir, finalement, est en train de jeter le costume de général pour revêtir celui de président constitutionnel de la Guinée. Et puis, il faut craindre pour l'avenir de la Guinée avec ces méthodes. Roland, il va souffrir peut-être aussi de la comparaison avec les dirigeants de l'AES qu'on voit, certes aussi, d'une certaine façon, consolider un pouvoir civil, puisque même s'ils conservent le treillis, ils occupent la position de chef d'État. Mamadi Doumbouya va souffrir de la comparaison avec ces trois-là? Non, je ne crois pas. Déjà, je pense qu'en ce moment même, on les compare de moins en moins parce que d'abord, ils n'ont pas la même méthode et surtout parce que Mamadi Doumbouya n'a pas choisi de montrer ses affinités avec l'AES. Donc non, je ne crois pas. Je pense qu'en fait, en ce moment, on peut le placer sur la même ligne que le Gabonais Oligui. Je crois que c'est les deux qui ont suivi à peu près le même procédé. Alors, il y a des gens qui s'amusent à parler de putsch halal. Hein. Ça veut dire que les putschs sont plus ou moins acceptés par tout le monde. Mamadou Doumbouya en est un. Et donc, je ne crois pas qu'on va le comparer, d'autant plus qu'aujourd'hui, les gens de l'AES sont en train d'affirmer une identité régionale, politique et stratégique qui leur est propre. Ce n'est pas le cas de Mamadi Doumbouya qui n'a pas rompu des accords avec l'ancienne puissance coloniale, qui n'a pas demandé
à l'armée française de partir. Enfin, en tout cas, il n'y a rien de commun entre ces dirigeants-là, donc je ne crois pas qu'on puisse véritablement comparer Mamadou Doumbouya aux dirigeants de l'AES. C'est quelqu'un qui va tout simplement tenter une normalisation à la Oligui, qui va certainement venir dans les sommets de la CEDEAO, cette fois-ci en costume et plus en treillis. Donc je pense qu'on va peut-être, dans les années à venir, le comparer davantage aux dirigeants des pays de la CEDEAO plus qu'aux gens de l'AES qui sont en train de tracer des lignes qui sont totalement différentes. Théophile, cette indulgence de Paris vis-à-vis du pouvoir de Mamadi Doumbouya comparé aux autres pouvoirs de l'AES, que peut-on en penser? Est-ce qu'il y a une forme d'hypocrisie diplomatique dans la façon dont l'anathème peut être jeté sur l'AES et pas sur la Guinée? Je ne sais même plus si on peut parler d'hypocrisie. Je pense que les choses sont claires. On est dans une forme de guerre froide et chacun a ses putschistes à lui. En plus, Mamadi Doumbouya rassure, parce qu'il faut voir que la France doute, elle doute sur la scène internationale, pas seulement en Afrique. C'est une puissance qui était grande en 1945 et qui a eu un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies et qui est en train de devenir un pays européen banal. Alors quand un de ses produits qui a fait la Légion étrangère, donc qui s'est engagé pour elle, prend le pouvoir et qu'il est marié avec un autre de ses produits, je veux dire, l'armée française dort avec Doumbouya, et alors qu'elle est chassée de partout. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ces aspects psychologiques, même si peut-être d'un point de vue concret, ils ont une importance secondaire au quotidien. Mais ces aspects psychologiques, le fait de voir par exemple, il y a le journaliste Thomas Dietrich qui est parti dans une campagne française et voir que c'est là-bas que Mamadi Doumbouya et sa femme construisent leur maison dans une ferme qu'ils ont rachetée. Donc ça veut dire qu'ils vont passer leurs vacances en France avec leurs enfants français. Je pense que ça rassure. C'est comme si le temps passé revenait, comme si, bon voilà, oui, Bokassa, Senghor, tous ces gens qui étaient des produits de la France, l'un étant et à un certain niveau, l'autre ne l'ayant pas, revenaient. Et je pense que des présidents dans les pays qui sont moins centraux au Ligui ou à la Doumbouya, qui seraient coiffés d'une certaine manière par des présidents comme Alassane Ouattara ou Patrice Talon, ou bien son successeur, des gens qui ont plus de coffres, ça fonctionne d'un point de vue systémique. Franck, la Guinée avait été suspendue par la CEDEAO après le putsch de Mamadi Doumbouya. Est-ce que la CEDEAO, qui évidemment avait vite fait de lever ces sanctions, est-ce qu'elle joue aussi sa crédibilité en avalisant des élections, du moins en ne critiquant pas le fait que des opposants soient évincés? Je ne sais pas si on doit dire qu'elle joue sa crédibilité, parce que la crédibilité... Elle est entamée déjà. Elle n'est d'ailleurs plus depuis belle lurette, depuis son positionnement en dents de scie ou selon les intérêts de son mandat occidental, la CEDEAO... Alors, la CEDEAO, c'est une forme de parrain, de parrain de la mafia des présidents. Et donc là, je pense que c'est un costume, comme on l'a rappelé sur ce plateau, c'est un costume sur mesure qu'ils sont en train de tailler pour Mamadi Doumbouya. Et vous verrez que après sa proclamation comme vainqueur de ce simulacre d'élection en Guinée, la CEDEAO produira, comme elle sait si bien le faire, des communiqués de félicitations. Et puis, il intégrera le non moins célèbre syndicat des chefs d'État africains sous le parrainage de Alassane Ouattara, et puis la vie continuera en Guinée. C'est déplorable pour les Guinéens, et surtout après avoir souffert durant toutes ces décennies, revenir aux années post-indépendance avec Mamadi Doumbouya, c'est déplorable tout simplement pour la Guinée. Roland, il faut craindre le début d'un cycle autoritaire à coup de modification de la Constitution en Guinée? Je crois qu'on y est déjà. Je crois qu'il y a beaucoup de modifications qui ont été introduites à l'occasion
de tout ce qui a été fait en amont pour organiser ces élections. Et puis, depuis que Mamadou Bouya est arrivé au pouvoir, il faut rappeler qu'il y a eu quand même beaucoup de répression, notamment au niveau de la presse. Il y a plusieurs journalistes qui ont disparu, d'autres qui ont été arrêtés, qui n'ont jamais été retrouvés. Donc, en fait, la répression est déjà en marche en Guinée. Et Mamadou Doumbouya, on le voit lorsqu'il se déplace, il se déplace avec une armée de militaires, il se déplace avec tellement de personnes, on a l'impression même qu'il n'est pas très serein. Donc, je pense que pour consolider ce pouvoir-là, oui, évidemment, la répression va continuer. Et en Guinée, il faut craindre des jours beaucoup plus difficiles, en tout cas pour les partis politiques d'opposition, pour les voix citoyennes. Théo l'a rappelé tout à l'heure, mais le profil du personnage ne promet pas forcément un très grand démocrate qui va laisser les voix s'exprimer librement. Donc oui, il faut vraiment craindre cela en Guinée. Mais alors, aujourd'hui, est-ce que, notamment quand on regarde dans la CEDEAO, est-ce qu'on a des exemples qui nous permettent d'avoir de l'espoir? Peut-être que, voilà, peut-être que le Sénégal, peut-être que le Ghana sont des exemples beaucoup plus solides, mais en tout cas, la CEDEAO joue beaucoup sa crédibilité avec tous ces présidents-là qui ont une légitimité très discutable, et on espère vraiment que les peuples vont pouvoir mettre fin à cela de manière pacifique et de manière démocratique quand on aura des élections organisées dans des conditions normales. Merci Roland, merci Franck, merci Théophile et merci à vous, chez vous, d'avoir regardé cette nouvelle édition de Décrypter l'Afrique. On se retrouve prochainement pour d'autres décryptages de l'actualité africaine.